C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7 ce samedi 15 février 2025. On parlera tout de suite de la République démocratique du Congo, toujours avec mes deux invités, Louis Kamako et Dominique Lacmont. En RDC, les affrontements se poursuivent dans le sud Kivu et le nord Kivu après quelques jours d'accalmie. Les combats entre le M23 soutenu par l'armée congolaise qui affronte les forces armées congolaises, les FARDC et leurs alliés. Les combats se concentrent particulièrement dans le territoire de Kalehe au sud de Kivu avec une nouvelle avancée des troupes rebelles le jeudi 13 février dernier. Dans le sud Kivu, les tirs résonnent encore dans plusieurs localités du territoire dans la province, donc provoquant de nouveaux déplacements de population. Selon les sources sanitaires, au moins 30 000 personnes ont fui les villages situés sur le littoral de Minova depuis le début du mois et beaucoup se sont dirigés vers le territoire voisin d'Idjui, mais aussi vers Katana, Kavumu et Bukavu, plus au sud. C'est aujourd'hui, je dirais, quand on regarde un peu la cartographie de ces combats, on n'a pas véritablement l'impression d'une avancée des troupes, les militaires RD congolais. Est-ce qu'on doit simplement dire aujourd'hui que au niveau du sud Kivu, le M23 fait la loi? Oui, justement, je voudrais que vous rectifiez dans votre introduction. Vous avez dit M23 soutenu par l'armée congolaise, mais plutôt que l'armée rwandaise. Oui, rwandaise, pardon. Voilà, d'accord. Et ce qui se passe dans cette partie du Congo laisse vraiment à désirer. Et je ne sais pas s'il faut situer les responsabilités. Les responsabilités sont africaines, d'accord. Je pense que nous, les Africains, nous refusons de réfléchir en fait. C'est-à-dire que l'Afrique, les Africains connaissent leurs ennemis. Tout le monde, nous savons que l'ennemi, c'est celui-là qui est notre ennemi. C'est lui-là qui nous utilise l'un contre l'autre. Et on est là, au lieu d'être solidaires, mais bizarrement, on va se battre pour que ça profite plutôt à l'ennemi. Vous voyez, la question du RD Congo, c'est vraiment, quand vous voyez chaque jour dans les chaînes de télévision, voir la population qui est acharnée sous les balles, avec des gens, les enfants, les troupeaux, les troupeaux, les femmes, tout ça là, acharné sur des routes, vraiment ça laisse à désirer. Et on a mal au fond, c'est-à-dire que ça fait vraiment du mal quand vous suivez ces scènes au niveau de la RD Congo. Et justement, je ne sais pas s'il faut s'appesantir sur les causes ou bien sur les conséquences. Je pense que c'est une insulte à nous les Africains. Nous tous, nous savons que cette guerre profite à notre ennemi. Je ne pense pas que le Rwanda intervient en faveur de M23 pour le peuple rwandais. Non, je ne pense pas. C'est pour l'exploitation des mines qui sont au niveau de cette partie. Mais à la faveur des pays, des puissances que tout le monde connaît, mais qu'on ne veut pas, qu'on essaie de faire comme si que ces puissances reviennent comme si c'était des sapeurs-pompiers, mais plutôt c'est eux qui sont en train de tirer sur cette crise, c'est eux qui sont en train d'alimenter cette crise, qui sont en train d'alimenter même cette rébellion qui menace le pouvoir de Tshisekedi, même c'est pas le pouvoir de Tshisekedi, toute la population du RD Congo. Est-ce que les M23 et le peuple appuyé par l'armée rwandaise, c'est parce qu'ils en ont des moyens plus que la RD Congo? Je ne pense pas. Vous savez que la RD Congo, depuis un certain moment, même avec la présence onusienne, on les a d'abord on ne vend pas les armes sophistiquées aux Congolais, c'est-à-dire au pouvoir du Congo, mais le M23 bénéficie d'armement rwandais. Le Rwanda de Paul Kagame, c'est pas n'importe qui devant. Je pense c'est vrai un petit pays devant un pays continent comme la RDC, mais Paul Kagame, c'est un président qui diplomatiquement a un carnet d'adresses plus que Tshisekedi, qui est assis dans les relations de façon diplomatique. Il a des relations un peu partout, qu'il y a des pays qui lui fournissent d'armement, il peut s'offrir n'importe quelle arme, mais contrairement à RDC, qui est un continent qui ne peut même pas, qui est limité même dans ses achats
pas des armes, il ne peut pas, RDC à part, je sais pas, il ne peut pas, il y a des armes que le RD Congo ne peut pas acheter pour faire face à M23. Et aujourd'hui, on voit la différence entre ces rebelles et le pouvoir et l'armée régulière de mais toujours de la est-il que quand on prend par exemple l'aviation de l'armée RD congolaise, quand on prend les effectifs, si on compare avec l'armée rwandaise, c'est le jour et la nuit. Les RD congolais sont beaucoup plus, il y a plus d'hommes, plus d'équipements, notamment l'aviation et tout. Oui, est-ce que sur le terrain, il n'y a pas un problème d'efficacité des troupes? Mais non, est-ce que c'est d'efficacité du troupe? D'abord, c'est vrai que quand j'ai dit l'implication rwandaise, on parle de l'implication rwandaise, il faut reconnaître que l'armée congolaise aussi n'est pas une armée, c'est vrai qu'elle n'est pas une armée homogène. D'accord? Parce que c'est parmi cette armée-là que les gens désertent pour aller regagner la rébellion. Ça veut dire que l'armée congolaise, elle n'est même pas homogène en elle-même. C'est une armée aussi un peu désorganisée et qui fait l'avantage malgré cette désorganisation de cette armée, mais elle aussi, elle n'a pas d'équipement. Quand vous parlez de l'aviation, à part la flotte aviation, mais le combat, c'est sur le terrain. Ils ne vont pas s'envoler comme ça. Il ne peut pas utiliser la flotte pour aller attaquer. Pour le moment, la RD ne livre pas la guerre au Rwanda, mais c'est aux rebelles. Mais donc la flotte, ce n'est pas la flotte qu'ils vont utiliser, mais il faut un armement bien solide pour marcher sur les rebelles. Mais ils n'en ont pas, ils en souffrent, alors que le Rwanda s'approvisionne des armes un peu partout et armes alimenter le M23. Justement, beaucoup de rapports. Le problème sont ceux qui disent, qui appellent le Rwanda aujourd'hui. A quitté la RD Congo, mais cette guerre-là, c'est à eux que ça profite. Il y a beaucoup de rapports qui ont montré ce soutien de l'armée rwandaise aux rebelles du M23. Mais toujours est-il que sur le terrain, ces rebelles avancent, prennent beaucoup de localités. Parfois, ces localités tombent comme des châteaux de cartes. Et c'est là où je parle d'efficacité de FARDC. Oui, efficacité juste parce que le terrain est fertile. Le terrain est fertile parce que le problème, c'est que ce qu'on note, c'est qu'il y a un manque d'engagement de la part des autorités congolaises. Je veux d'abord parler des autorités congolaises afin de tomber sur les forces armées de la République démocratique du Congo même. Parce que vous aurez pu constater que prenons juste l'exemple du dernier sommet. Le dernier sommet qui a mobilisé en fait deux grandes organisations de l'Afrique. Vous avez la SADC et les AEC. Un sommet qu'on a pris soin de bien organiser pour résoudre une fois pour de bon ce sommet. Mais malheureusement, on a été surpris justement de constater que le président congolais Félix Tshisekedi a brillé par son absence notoire. Il s'est fait non, mais je pense que le sujet est tellement important. Ce sont des c'est ce qui veut dire à beaucoup aussi qu'il a un peu peur de Paul Kagame. Justement, parce que j'ai suivi quelqu'un qui disait qu'il ne veut pas que Paul Kagame lui dise un certain nombre de vérités. Et parce que ce sommet-là doit être normalement un sommet de grand déballage pour que tout le monde arrive en fait à comprendre ce qui se passe réellement à Goma. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu l'as encore dit tout à l'heure, tu l'as réitéré à plusieurs reprises que plusieurs rapports de l'ONU accusent ou bien accablent Paul Kagame de soutenir le M23 et tout. Et à chaque fois qu'on le dit, je crois que ce sont des paroles de ces rapports-là contre la version de Paul Kagame. Et donc, pour moi, le sommet du week-end dernier était l'occasion parfaite, c'était l'occasion rêvée pour les uns et les autres, en fait, de se dire un certain nombre de vérités. Et Tshisekedi n'était pas à ce rendez-vous, ça prouve réellement son manque d'engagement dans la résolution de cette crise. Parce qu'à côté, vous aurez constaté que le président rwandais est disponible à recevoir tout le monde. Hier ou bien en semaine, on a vu que ce sont les évêques congolais qui se sont déplacés à Kigali justement pour aller parler au président rwandais. Ça veut dire que lui, il veut justement que les armes cessent de crépiter en fait à Goma. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un manque d'engagement de la part des autorités congolaises. Il y a une fuite de responsabilité de la part des autorités congolaises parce que je crois que dans cette histoire, on a beau vouloir cacher
le soleil avec la mer. Parce que vous avez un État qui, justement, a abandonné sur le terrain, c'est-à-dire qui a abandonné sur le plan sécuritaire. Et je le dis parce que j'ai pu noter que c'est au Congo que en fait le M23 procède même à des recrutements. Je suis tombé sur des informations qui font état de ce que le 25 septembre 2024 et le 31 octobre de la même année, vous avez le chef en fait du M23, Chadani Madeng, qui justement a présidé la cérémonie de remise de diplôme à plus de 3000 nouvelles recrues dans les rangs du M23. Et ce recrutement-là a été fait aux yeux au su des autorités, plutôt le recrutement a été fait à leur insu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été mis en place justement. Il n'y a pas un service de renseignement qui est mis en place pour avoir des informations dans une telle crise, et on laisse le terrain au M23. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un abandon de la part des autorités congolaises à côté. Et parce que si vous prenez le sujet même, ceux qui combattent aujourd'hui, ce sont des hommes en treillis. Le M23 est bien équipé. Le M23 est armé par l'État rwandais et tout. Bon, pas État rwandais, mais en fait, des Occidentaux. Je voulais peut-être dire le nom, mais je pense qu'ils disposent en fait d'un armement très sophistiqué, qui fait qu'aujourd'hui, même à plus de 400 mètres, ils peuvent atteindre leur cible. Et quand vous avez ça en face, mais à côté, vous avez des forces d'armée de la République démocratique du Congo qui ont abandonné le terrain. On parle même de désertion au camp des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que quand vous allez aujourd'hui sur le terrain, ce qui est possible de constater, ce qui est visible à l'œil nu, c'est que ce sont les soldats de rang qui combattent. Les officiers, les généraux, ils ne sont pas sur le terrain. Et donc ça veut dire qu'il y a un manque de volonté de la part des hommes entrés ou bien des officiers ou bien des forces armées de la République démocratique du Congo de vouloir justement avancer et prendre et gagner du terrain. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vrai. Tout le monde accuse aujourd'hui Paul Kagame. Et c'est à tort à travers qu'on l'accuse, selon moi. C'est vrai, peut-être que c'est prouvé que lui aussi il a une implication dans cette crise-là. Parce que quand vous l'écoutez, parfois, le motif de guerre qu'il énonce, c'est que à Goma, il y a des Tutsis rwandais. Donc c'est pour cela que lui aussi, il veut coûte que coûte que cette partie du territoire revienne en fait au Rwanda. Et donc, c'est pour ça, je dis, aujourd'hui, peut-être la vérité ou bien la responsabilité de Paul Kagame est reconnue, mais il revient également, en fait, aux autorités congolaises aussi de faire le pas, de faire le nécessaire, de faire comprendre, en fait, à la face du monde qu'elles veulent réellement que cette crise-là soit résolue une fois pour de bon. Il y a les évêques des églises catholiques et protestantes qui sont entrés dans la danse depuis quelques semaines. Elles ont rencontré mercredi dernier à Goma Corneille Nangaa, qui est le coordinateur du M23, et aujourd'hui elles attendent de recevoir le cahier des revendications politico-militaires de ce mouvement. Ce mouvement est qualifié par Félix Tshisekedi de mouvement rebelle, de mouvement terroriste, j'allais dire, et il se refuse même à dialoguer avec. Mais il n'a pas été contre la démarche des évêques. Est-ce que ça veut dire que quelque part le président congolais comprend que on ne peut pas ne pas dialoguer avec le M23? Mais quelle que soit l'issue, on ne finirait pas de dialoguer, parce que je pense que c'est le dialogue qui doit, c'est pas le dialogue qu'on doit finir par arriver à la cessation de cette guerre. Et je pense que l'initiative des évêques, c'est salutaire, c'est une initiative salutaire d'aller comprendre les réelles revendications de ce M23. Lui, Kamako a parlé tout de suite que selon la position de Paul Kagame, il y a les outils, les Tutsis, qui sont à Goma, que lui veut réclamer une partie de ce territoire pour que ça soit rattaché au Rwanda. Mais quand vous regardez les M23, ils n'ont jamais parlé de rattachement du Sud Kivu au Rwanda. Ils ne le diront jamais. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que il faut que réellement, c'est pourquoi je suis en train de saluer la démarche des évêques pour comprendre quelles sont les intentions réelles
de ce groupe-là? Est-ce que ils ont les mêmes intentions que Paul Kagame ou ils ont vraiment, et pour eux, c'est parce que c'est un territoire qui est délaissé, que le pouvoir le pouvoir de Kinshasa ne s'occupe pas en termes de développement et des infrastructures. Tout ce qui va avec la vie n'est pas très meilleur et ils revendiquent cela. Mais est-ce que ils veulent quoi? Ils veulent que ce territoire-là, c'est une indépendance ou ils veulent vraiment que le pouvoir puisse prendre en compte le développement du milieu et quels sont pour eux les objectifs? Pourquoi la guerre? Mais je pense que c'est une bonne démarche. Il faut qu'on comprenne les réelles intentions. Est-ce que réellement ils veulent quoi? Et bon, quel que soit, entre-temps, je pense qu'avec le pouvoir de Félix, Joseph Kabila, il y avait une médiation où ils avaient même demandé pour pouvoir cesser de combattre, il faut que eux et toute leur armée soient intégrés à l'armée congolaise. Je pense que si on peut arriver à cette discussion ou à cette conclusion... Oui, mais quand Tshisekedi refuse de discuter avec eux, comment on peut arriver à s'entendre? C'est vrai, c'est un homme politique, mais là où il est actuellement, je pense que d'abord, il n'a pas toute cette force pour pouvoir s'imposer dans ce dialogue. Cette discussion, dans ce dialogue, il ne pourra pas. Il s'est mis à l'écart pour avancer les mots. Les mots ne résolvent absolument, ça ne résolve rien. Et je ne pense pas qu'il peut dire que ce sont des groupes terroristes. C'est des Congolais. Il y a les Congolais dedans. La plupart, comme on l'a dit, il y a des gens qui désertent l'armée congolaise pour rejoindre les M23. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Congolais. Ce sont des Congolais. Je pense que si les évêques ont compris que par le dialogue, on peut arriver à la cessation de cette guerre, je pense que c'est une meilleure chose. Et il faut que le pouvoir de Tshisekedi, c'est vrai, et qu'il y ait un président qui va accepter, s'affaiblir devant une rébellion. Je pense que c'est pour dire que c'est un abus, et ça c'est un abus de faiblesse, mais il est dans son rôle de protéger son pouvoir et aussi il faut qu'il comprenne que on finira pas discuter, ce ne sont pas que des terroristes. Alors, je parlais donc des évêques catholiques et protestants. Vous pensez que leur démarche peut aboutir à quelque chose? Oui, bien sûr, leur démarche peut aboutir à quelque chose parce que peu importe ce qu'on ignore, c'est que personne ne sait réellement les réelles intentions du M23 jusque-là. C'est vrai que ça fait des décennies que cette crise-là dure, mais les réelles intentions du M23 n'ont jamais été explicites. La démarche des évêques va justement dans ce sens-là et amener justement à savoir réellement ce que veut le M23 pour voir en fait par quels moyens il faut justement résoudre ce problème. Si le M23 veut une partie du territoire du Congo, si c'est faisable, je pense qu'ils vont le faire. Parce que quand vous voyez aujourd'hui sur le terrain, il y a tellement de pertes de vue dans les vidéos. Quand vous les voyez, je pense que ça fait froid au dos. Et donc, si à un moment donné, on peut s'asseoir autour d'une table et trouver une voie pacifique où on règle les choses à l'amiable, pourquoi pas? Donc, c'est pour ça que je dis que cette démarche, elle est à saluer. Je crois que c'est cette sagesse-là qui a manqué pendant longtemps à pas mal de gouvernants congolais, que ce soit Joseph Kabila ou que ce soit Félix Tshisekedi, qui pourtant faisait partie de la résolution de la guerre ou bien de la crise, de la crise de Goma, son projet de campagne, parce qu'à l'époque il disait que il avait même dit à une époque qu'il allait donner sa vie pour la paix. Justement, et aujourd'hui il est là. Moi je ne veux pas ce qu'il fait concrètement. Je ne veux pas aller à pas de charge à son endroit, mais pour des raisons d'objectivité, je ne vois pas ce que Félix Tshisekedi fait aujourd'hui concrètement pour que cette crise-là soit résolue. Parce que je le disais tout à l'heure, je crois qu'il fait du surplace et il a peut-être quelque chose à voir aujourd'hui avec ce qui se passe. Donc il revient justement parce qu'il est là, il ne veut pas non plus discuter avec le M23. Et en face, il ne fait rien, justement, pour bouger. Il n'a pas d'armement. Donc, c'est-à-dire qu'il est là, il regarde la situation se détériorer, se dégrader, et puis il ne dit rien. Il ne quitte pas non plus son armée
il ne fait pas la refonte de l'armée, parce que quelqu'un disait tout à l'heure que l'armée même, c'est un problème. Cette armée n'a jamais parlé d'une seule langue. Corneille Nangaa, dont on parle, je crois que c'est un Congolais connu. Il a été même président de la CENI. Président de la CENI, c'est lui qui a proclamé Félix Tshisekedi en 2019, ouais. Je crois. Et donc, vous avez également quelqu'un comme Jean-Jacques Bemba, qui sont tous qui sont tous des Congolais et qui aujourd'hui constituent un soutien de taille, un soutien indéfectible pour le M23. Ça veut dire que quelque part, Félix Tshisekedi doit chercher à faire le ménage d'abord dans son rang, avant justement d'aller chercher des pots sur la tête de Paul Kagame. Rien de tout ça n'est fait, et donc c'est pour ça je trouve que je ne vois pas à son niveau une volonté manifeste en fait de poser des actes nobles pour mettre fin à cette crise-là. Et puis sortons de l'illusion dans laquelle, ou bien l'illusion selon laquelle la République démocratique du Congo est trop vaste pour être gérée. La République démocratique n'est pas aussi large qu'un pays comme l'Algérie. Mais l'Algérie reste toujours un pays de paix, un pays de joie où les gens vaquent librement à leur propre occupation. Et donc, je pourrais peut-être chuter là parce que on a trop entretenu du fake news autour de cette crise-là. Félix Tshisekedi doit savoir qu'aujourd'hui, ce qui se fait, son fauteuil présidentiel aussi est en jeu, parce que cette crise-là peut l'emporter à tout moment. Voilà. On va venir maintenant au dernier sujet. Nous allons parler du Togo. Je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes le samedi 15 février 2024, jour d'élection sénatoriale au niveau du Togo. L'élection sénatoriale s'organise dans les 39 préfectures du pays. Ce sont ce qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui élisent les 41 sénateurs. 20 vont être nommés plus tard par le président du conseil, donc pour former les 61 sénateurs que le prochain Sénat togolais, dont le prochain Sénat togolais sera composé. C'est la première fois que le Togo vote pour des élections sénatoriales. La nouvelle constitution du Togo donc le prescrit. Dominique Lacmon, vous avez été un peu sur le terrain ces jours d'élection, donc il faut que ça passe pour qu'on fasse un peu le point au moment où nous faisons cette émission. L'élection n'est pas encore terminée, mais j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Vous avez été sur le terrain pour suivre un peu, notamment dans une circonscription, la campagne. C'est pas une élection au suffrage universel, donc l'opinion publique ne semble pas trop s'intéresser à la question. Non, pourquoi l'opinion publique ne semble pas trop s'intéresser à la question? Je pense qu'il est du rôle des partis politiques qui veulent avoir qui veulent gagner cette élection, de porter, c'est-à-dire que l'enjeu de cette élection à l'opinion publique. Et je pense que c'est ce qui fait d'autres partis, les partis politiques qui se sont engagés dans cette élection, se sont mis à travers tous les territoires. Il y a des partis bien organisés qui ont compris l'enjeu de cette élection. On voit plus l'Union pour la République que les autres partis politiques. Bien sûr, l'Union pour la République, c'est un parti bien organisé et qui, pour moi, j'ai été surpris vraiment par l'organisation de ce parti, parce que pour moi, ce n'était pas un enjeu de taille, mais ils ont montré que c'était une élection d'une grande importance. D'abord, pour concrétiser l'entrée effective dans la 5e République qui nous a imposé un régime parlementaire, qui nous impose 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, d'accord. Et comme l'Assemblée nationale qui est déjà effective, il faut maintenant compléter le Parlement avec l'arrivée du Sénat. Donc ce parti qui déjà a pas mal de nombre de conseillers qui peuvent même lui conférer une majorité au Sénat, a pris sur lui-même d'aller vers la population, expliquer d'abord à la population qu'est-ce que le Sénat, le rôle du sénateur, et pourquoi ce mode de scrutin, ce mode indirect. D'accord, la population a compris désormais que, ça veut dire que la politique, d'abord l'intérêt de cette nouvelle constitution et l'entrée effective de la 5e République nous impose à une démocratie de base très solide.
C'est-à-dire qu'un conseiller communal et un conseiller régional ne sera n'importe qui. Là, ça veut dire que c'est un conseiller qui doit porter nos aspirations jusqu'au Sénat, parce que c'est eux qui doivent choisir les sénateurs. Donc, un conseiller communal ou régional serait d'une grande importance dans la société. C'est ce que le parti UNIR que j'ai vu sur le terrain. Je ne suis pas allé faire campagne pour UNIR. Moi, je suis allé constater si comment se déroule cette élection, mais c'est le parti que j'ai trouvé plus organisé et qui m'a émerveillé, parce que moi je me disais, mais ce parti n'avait pas besoin d'une telle campagne, parce que eux, ils avaient dans d'autres circonscriptions, par exemple la Kéran, ils ont ils ont les conseillers municipaux à leur guise, régionaux à leur guise. Ça veut dire qu'automatiquement c'est joué d'avance. C'est joué d'avance, mais les gens se sont dit, il faut aller parler à la population, il faut aller expliquer aux gens. Ils ont fait cette campagne-là, cette élection, comme toute autre élection. Donc, ça veut dire que c'est une élection d'une grande importance, et ils ont mouillé le maillot sur le terrain. Tu les vois avec... il n'y a même pas eu de différence, c'est comme une élection normale. Oui. Et là, avec une population qui les accueille, qui comprennent que finalement, à travers cette élection, le peuple togolais est édifié sur le rôle du sénateur. D'abord, c'est quoi le Parlement, le régime parlementaire, sur le rôle du sénateur. Qu'est-ce que le sénateur viendra faire? Donc, le sénateur serait un représentant, d'accord, des collectivités au Parlement, qui serait composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Du Sénat. Louis Kamako, est-ce que pendant ces 2 semaines de campagne, vous avez senti le mouvement? Non, honnêtement non, mais du côté du UNI, j'ai senti le mouvement, comme le dit Dominique tout à l'heure. Parce que vous savez, il y a un adage qui dit sans les moyens, vous pouvez rien. Les moyens aujourd'hui qui ici remplacent l'argent. Donc UNI a l'argent, donc je crois qu'il peut que mouiller le maillot sur le terrain, et ça s'est fait sentir. Et normalement ça ne doit pas être le cas, parce qu'on l'a dit, en réalité c'est une élection qui se fait en chambre. Ceux qui votent, ce sont les conseillers municipaux et régionaux, et le citoyen lambda n'est pas impliqué. Vous l'avez dit, c'est un suffrage indirect, donc la voix du peuple ne compte pas en réalité. Et donc aujourd'hui, celui qui a la majorité, ou bien celui qui a plus de conseillers municipaux, ou le parti qui a plus de conseillers municipaux et de conseillers régionaux, c'est UNI. Je pense que les conseillers régionaux de UNI municipaux réunis font plus de 15 000. Donc, ce qui ne représente rien par rapport aux autres partis politiques. Donc, je pense que c'est une élection en réalité gagnée d'avance par le parti UNI, et que normalement, on n'avait pas besoin en tant que tel de telle énergie, de telle fougue-là, pour offrir, en fait, pour nous offrir ce que nous avons observé ces deux dernières semaines. Donc, je réponds à ta question en disant qu'il y avait eu du mouvement du côté de UNI, parce que UNI a les moyens, et en face, on a une opposition qui est muselée, qui est affaiblie, qui justement est obligée de se débrouiller avec les moyens de bord. Est-ce que on peut dire simplement que, lui l'a brièvement évoqué pour les autres, parce que en dehors de ces partis qui boycottent, il y en a quand même un certain nombre de l'opposition qui sont en jeu, l'UFC, le NET, beaucoup d'autres partis d'opposition qui n'ont pas été très visibles. C'est des questions de moyens finalement? Non, je pense pas que ce sont des questions de moyens. Et je ne suis pas d'avis avec l'analyse de lui qu'en disant qu'il n'a pas vu d'importance. Pourquoi ce mouvement sur le terrain? Mais ce que UNIR a fait, ce n'est pas... Au contraire, c'est UNI qui devait rester silencieux, parce qu'ils ont tout à leur guise. C'est-à-dire qu'ils ont les conseillers régionaux et municipaux à leur guise. Ça veut dire qu'ils devaient rester dans leur coin pour dire non, quel que soit le candidat. Mais finalement, c'est nous qui allons gagner, c'est nous qui allons prendre la place. Mais le travail, c'est de faire comprendre à la population. On ne peut pas faire une élection
sans l'avoir, parce que c'est l'élection, c'est un scrutin indirect. Ouais. Donc, il faut maintenant, d'abord, c'est quoi? Il faut d'abord expliquer à la population le bien fondé également de la nouvelle République, parce que désormais dans la nouvelle... Vous savez que cette nouvelle République est rejetée par beaucoup de partis d'opposition. Nous sommes dans un système démocratique où c'est la majorité car dans le système démocratique, la loi appartient à la majorité, et c'est la majorité du peuple qui a décidé de l'entrée effective à la 5e République. C'est le peuple. Les gens estiment que c'est un parlement illégitime, le parlement passé, qui est un parlement illégitime. C'est ce que les gens disent qui a voté cette constitution. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire que c'est un parlement illégitime. Ça a été abondamment dit. Non, mais les gens il y a des gens qui ont été à ces élections. Mais il ne peut pas venir dire aujourd'hui que c'est un parlement illégitime. Vous ne pouvez pas aller à une élection, en ayant idée de constituer une assemblée légitime. Mais je ne sais pas si c'est quoi. Moi, j'ai été candidat à une élection. Je donne un exemple. Je vais à une élection et puis, dans ma tête, je veux constituer une assemblée nationale illégitime. Non, là, ça veut dire que je ne devais pas être candidat. Vous voyez ça? Donc, il ne faut pas qu'on fasse des choses et leur contraire à la fois. Je pense que ce que le parti unique a fait et que j'apprécie tellement, c'est d'aller expliquer à la population. Et cette démarche m'a rassuré parce que la population a compris qu'à la base, la démocratie commence à la base. Ils détiennent le pouvoir et que, comme les autres font croire comme si on leur a retiré leur droit de vote pour une élection présidentielle. Non, on n'a pas retiré le droit de vote à une population quelconque. C'est désormais quand vous élisez un conseiller régional ou bien un conseiller municipal, vous leur conférez votre pouvoir, votre droit d'aller vous représenter au cours d'une élection sénatoriale. C'est lui qui va élire le Sénat. Désormais, si vous votez un député, vous leur conférez le droit d'aller choisir le président, d'aller voter à votre nom le président de la République et choisir le président du Conseil. Parce que dans le système parlementaire, on n'aurait qu'un président de la République et un président du Conseil des ministres. Et tout ça là ferait par les deux chambres. Donc aujourd'hui, il faut pas faire un truc et puis dire que la population ne va pas être au courant. Il faut d'abord que cette population s'imprègne de cette 5e République, l'entrée effective, et quels sont les enjeux, quels sont les intérêts qu'on aura à la 5e République. Mais quand même, Louis Kamako, jour de vote, mais bon, je le dirais encore, tout se passe comme si de rien n'était. Ouais, tout doit se passer comme si de rien n'était, parce que vous avez... je ne dirais pas, c'est vrai que personne n'a le titre foncier de l'opposition togolaise, mais vous avez des partis sérieux de l'opposition qui ont décidé de boycotter cette sénatoriale. Et vous avez déjà commencé par l'évoquer. La raison, c'est juste parce que ces partis politiques d'opposition sont vent debout contre la 5e République. Juste parce que les conditions dans lesquelles la loi fondamentale a été modifiée, qui institue un régime parlementaire avec un président du Conseil de ministres, laisse à désirer selon ces partis politiques de l'opposition là, parce que vous avez une loi qui a été modifiée par des députés qui géraient les affaires courantes. Je pense que le sujet il est toujours d'actualité et comme je le disais tout à l'heure, c'est la cause fondamentale pour laquelle et ses opposants s'opposent toujours à la nouvelle, au changement constitutionnel. Donc, eux, ils ont décidé, justement, s'inscrivant dans une logique, dans une cohérence, de boycotter ces sénatoriales. Parce que le Sénat va s'associer à l'Assemblée nationale. On aura un Parlement bicaméral qui va désigner dans les prochains jours le président du Conseil des ministres et le président de la République. Donc ça sera le premier chantier, ça sera le premier rôle fondamental que le Sénat là sera amené à jouer. Et donc puisque la plupart de ces partis politiques de l'opposition sont contre la 5e République, ils trouvent que aller justement à ces élections là, c'est de tirer une balle sous le pied. Donc, pour des raisons de logique et d'objectivité,
Et ils n'ont pas participé. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'influence comme vous le dites. Maintenant, c'est vrai que les uns les autres l'ont dit. Moi, le débat tel qu'il se fait, dire que le Sénat, en réalité, il est budgétivore, le Sénat ne contribue pas au développement. Moi, quand j'écoute ça, je dis waouh, mais c'est comme si les gens occultent la réalité que nous vivons au Togo. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où ceux qui nous gouvernent n'ont pas la culture de ce qu'on appelle réduction de comptes. Et si vous êtes dans un pays comme tel, je ne pense pas qu'on va justement raisonner de la sorte. Dire ça, c'est comme si le Sénat n'est pas organisé, si les élections sénatoriales ne sont pas organisées, cet argent, ou bien l'argent qui sert actuellement à organiser ces élections serviront à autre chose. Je ne pense pas. Parce que ce que disent en fait les opposants aussi, c'est qu'ils souhaiteraient que l'argent qu'on utilise actuellement pour organiser les élections sénatoriales, l'argent qu'on va utiliser pour mettre en place le Sénat, soit plutôt donné aux collectivités locales, c'est-à-dire aux maires, pour poursuivre en fait l'œuvre de la décentralisation. Je ne pense pas que même si ce budget existait, on va le remettre. Moi, la seule avancée ou bien le seul élément positif que je retiens dans cette organisation, c'est qu'on aura un Sénat et que ça va déboucher d'une manière ou d'une autre sur ce qu'on peut appeler la création d'emplois. Parce que dès que le Sénat sera mis en place, on va recruter des gens, il y aura des agents sénatoriaux et tout. Donc c'est le seul aspect positif que moi je retiens de la chose. Parce que même si le fonds reste, on ne va pas nous le distribuer. C'est aussi ça. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas que le Togo est un pays pauvre. C'est seulement ceux qui se réveillent le matin, qui ont moins de 1 euro dans la poche, qui pensent que le pays est pauvre. Non, le Togo, c'est un pays immensement riche. Le chef de l'État l'a dit, le pays est riche. Il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays. Donc, si vous ne faites pas partie de la minorité, vous allez penser que vous vivez dans un pays pauvre, mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a l'argent quelque part. Ce qui nous fait notre malheur, c'est qu'on n'a pas la réduction de compte tout à l'heure. Il y a tellement de faits de corruption sur lesquels ceux qui nous gouvernent décident justement de fermer les yeux là-dessus. Je le dis souvent parce qu'à chaque fois, je fais mention de ce qu'on nous a servi comme rapport Covid-19. On parlait de Covid-Gate. La Cour des comptes a constaté qu'il y a vraiment eu des malversations financières. Une enquête a été couverte, a été confiée à l'Assemblée précédente. Et finalement, on ne sait plus rien. On a vu des gens qui sont impliqués dans ce dossier, mais qui aujourd'hui sont montés en grade parce qu'ils occupent d'autres postes de responsabilité. Ça veut dire qu'en réalité, ce dossier est classé. C'est pour vous dire que le Sénat, pour moi, est budgétivore, certes, mais cet argent-là, les Togolais l'endant n'auront pas. Donc si au moins ils peuvent justement prendre cet argent pour instaurer le Sénat, parce qu'après tout, nous nous inscrivons dans la continuité. Ceux qui sont là ne seront pas là éternellement. S'ils le veulent ou pas, ils finiront par partir un jour. C'est la loi de la nature. Rien, nul n'est éternel. Et donc si les fonds, entre guillemets, qui sont dilapidés, servent au moins à instituer le Sénat, je pense que ce sera une dépense de moins pour ceux qui viendront prendre le Togo dans le futur. Donc, je crois que c'est ce que moi, je note. Mais qu'à cela, et que comme je peux le dire, je ne blâme pas en fait cette opposition-là qui a justement décidé de boycotter. Justement. Alors, quand on parle de boycott, on a donc l'ANC qui boycotte tout depuis un moment, qui a même demandé à ses représentants au niveau de la CENI de partir. Les FDR également lui emboîtent le pas. En face, on a l'impression du chien aboie, la caravane passe. Non, mais ce n'est pas l'impression du chien à boire la caravane passe, c'est la logique démocratique. C'est-à-dire qu'une élection, tout parti, c'est pas donné à tout parti de participer à une élection. D'accord, je ne pense pas que quand vous citez l'ANC et FDR et tout ça, ils sont sortis. C'est des gens qui ont participé à l'élection législative. Je pense que le président de ces partis que vous citez, ils ont été élus. Ils ont été élus par le peuple de siéger à l'Assemblée nationale. Si ils désertent l'Assemblée nationale, c'est qu'ils n'ont pas respecté le choix de ceux-là qui ont porté leur choix pour eux. Ils n'ont pas respecté ce choix-là. Donc aujourd'hui, s'ils décident
de ne pas aller à l'élection sénatoriale, je ne pense pas qu'on peut les accuser. D'autant plus, ils ont encore les conseillers régionaux. Oui, mais en même temps, ça signifie... Ils ont leurs conseillers régionaux en place. Est-ce que ça ne signifie pas aussi qu'en face, on ne fait jamais rien pour rassurer l'opposition quant, j'ai envie de dire, à la transparence, au sérieux d'une élection? J'ai l'impression que c'est comme les gens veulent créer une démocratie à part entière au Togo. Vous savez, la politique n'est pas faite pour des gens émotifs. On ne fait pas la politique par émotion. Non, j'ai pitié de toi, comme j'ai gagné tous ces sièges-là, je vais t'offrir. C'est ce que j'attends. Les gens pensent que c'est ce qu'on doit faire au Togo. Lorsque vous avez la majorité, est-ce que vous avez le peuple qui épouse votre idéologie, votre gouvernance, vous pouvez vous enfoncer avec votre politique. Pourquoi les gens s'apitoient sur leur situation en faisant croire que l'autre camp d'enfance, leur adversaire, le parti uni, pourrait éventuellement voir leur situation déplorable, dire ok, si c'est comme ça, je vous donne la politique, ce n'est pas ça. Et je pense que quand le peuple a accepté avec la gouvernance du parti uni, que moi j'admire très bien dans leur manière de faire, d'expliquer, de concevoir la politique, l'idéologie du président. Mais je pense que si vous avez cette majorité, c'est de continuer. Ceux qui n'ont pas, quand tu parles de l'ANC pratiquement, ce n'est pas un parti politique qui a une capacité d'accueil actuellement. L'ANC s'est dégrainé avec le départ de Gomado qui est devenu, qui a compris aujourd'hui que c'est l'enjeu de taille pour les partis politiques, c'est d'aider à construire le Togo. C'est vrai, après tout, qu'on est des adversaires politiques, mais nous sommes tous des fils et filles de la nation. Et Gomado, qui était un pilier de Jean-Pierre Fabre, est parti, et je pense que Jean-Pierre Fabre n'a plus d'aile pour avancer. Peut-être c'est quand même trop dit, réduire l'ANC à Gomado seul. Oui, mais attends, je connais des gens. J'ai le respect pour la personne, mais je ne pense pas que Gomado fait le poids devant. Je connais des membres influents de l'ANC qui sont en liesse dans cette élection sénatoriale en titre d'indépendant. Oui, justement, vous avez évoqué aussi. Il y a des gens. Non, mais quand vous incarnez, vous êtes à la tête d'un parti où vous avez des idées caduques qui ne correspondent pas avec la réalité actuelle, c'est que les gens vont démarquer. Alors justement, on a l'ANC non, je vais chuter, comme rapidement. C'est parce que les gens n'ont plus les lieutenants, tout sur quoi ils comptaient. Ben, c'est normal qu'on s'abstient à une élection quand on n'a pas, on n'a pas de gens pour les accompagner. Oui, on a des partis comme l'ANC, comme les FDR qui ont passé le message qu'ils ne soutiennent en rien cette élection, mais on a eu des défections. Il y a eu certains des militants qui ont choisi quand même d'être candidats, et certainement d'autres qui vont aller voter. C'est des partis qui ne tiennent plus la baraque. Non, c'est des partis en réalité qui tiennent la baraque. Parce que si ces partis-là ne tiennent pas la baraque, je ne pense pas qu'il y a des militants qui, dans le parti, vont justement aller à ces élections-là avec la bannière de la partie. Donc, la désertion, je ne peux pas parler de désertion, mais d'éviction ou bien d'exclusion qu'on a eu à noter. Je pense que les premiers responsables de ces différents partis-là n'avaient pas de choix. Parce que quand vous êtes dans une société ou bien quand vous êtes dans un mouvement, dans une organisation et que vous allez à l'encontre en fait de la ligne directive de ce mouvement-là, il y a pas de raison qu'on vous mette à côté. Ça veut dire que vous n'épousez plus la vision du parti. La décision en soi, en soi n'a pas été imposée à qui que ce soit parce que c'est quelque chose qui a été discuté à plusieurs reprises au sein à l'état ou bien à l'état général ou bien aux états généraux des différents partis. Et donc tous les militants savaient qu'il allait justement s'abstenir. Tous les militants savaient qu'ils ne devaient être mêlés ni de près ni de loin à ces élections sénatoriales parce que le parti poursuivait une logique, un objectif comme je le disais tout à l'heure. Et parce que vous l'avez dit aussi que le Sénat, je crois que c'est moi-même le dit, le Sénat va s'associer à l'Assemblée nationale pour élire le président du Conseil. Et que quand le président de la République, le président de la République, nous sommes dans un régime parlementaire et la manière dont les choses se passent ne répondent pas au jeu démocratique, comme Dominique le disait tout à l'heure.
Et parce que je ne pense pas que dans un régime parlementaire, qu'on ait sur 113 députés, qu'on ait 108 qui viennent d'un seul parti politique. Déjà, ça faut le donner. Pourquoi? Et aujourd'hui, pourquoi ça faut le donner? Parce que là-bas, il n'y aura pas un débat équilibré. Mais il n'y aura pas un débat équilibré à l'Assemblée nationale. Nous ne nous voyons pas la face, en fait. Et donc, ça veut dire tout simplement que le régime parlementaire, ou bien le régime parlementaire du Togo sera atypique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Allemagne ou bien dans les autres pays qu'on a eu à citer récemment. Non, pas du tout. Et donc, quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une volonté ou bien tout est fait à dessein pour museler l'opposition et l'affaiblir dans sa participation des instances de régulation des institutions de la République. C'est ça en réalité, le problème. Parce qu'on est là, il y a des cadres qui se font bien, il y a des cadres qui sont mis en place ici et là. Cette problématique-là, je pense qu'elle est primordiale pour que au moins on la mette sur la table pour trouver des solutions. L'opposition qui ne veut pas participer à ces élections, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas participer à ces élections alors qu'on a besoin de vous? On a besoin du pluralisme aujourd'hui dans un régime parlementaire. Aujourd'hui, ce qu'on est là, on aura également un Sénat monocolore. Ça, c'est sûr et certain. Justement, ça va être ma dernière question. Ça va être un Sénat monocolore. Et ça, juste là, ça ne répond en rien aux critères, ou bien ça ne répond rien est-ce que au moment où nous parlons, ou dans quelques heures, les bureaux de vote vont se fermer, est-ce qu'on peut prédire un raz-de-marée de UNIR comme lors des dernières élections législatives? Non, mais tout va se jouer. On va attendre les résultats. Comme il est dit, pourquoi il prédit un Sénat monocolore? Mais on va parler d'un Sénat à la majorité d'un parti politique. Tout le monde le sait que le Sénat serait majoritairement UNIR parce que UNIR a plus de conseillers. C'est UNIR qui est en train plus de conseillers municipaux et régionaux. Donc, et forcément, on aura un Sénat à la majorité d'UNIR. On ne peut pas dire que c'est monocolore. Attendons voir ceux qui sont en train de mouiller et les autres candidats qui participent. C'est-à-dire que en démocratie et dans ce système parlementaire, ce n'est pas forcément... C'est-à-dire que ce n'est pas forcément avoir la majorité des conseillers qui compte, mais il faut aussi faire la diplomatie en politique. D'accord, c'est ces partis-là qui se sont, malgré qu'ils n'ont pas cette majorité, c'est-à-dire des conseillers régionaux et municipaux qui ont entrepris les démarches de participer à une élection, ils croient en eux-mêmes, ils ont une diplomatie, en politique ce sont des compromissions, on ne peut pas dire que non, mais c'est comme j'ai une partie, j'ai gagné tant de sièges, donc je vais partager une partie des sièges raflés à un parti politique, ou bien je vais céder une partie à un parti politique. Là, ce n'est plus la politique, c'est une dénomination. Et quand le peuple épouse vos idées et que vous avez la majorité des raflés, vous allez rafler. Maintenant, comme c'est une élection indirecte, d'accord, c'est pourquoi je parle de la diplomatie politique, d'accord. Si ces partis-là donnent des gages ou bien des concertations avec le parti majoritaire, aux régionaux et aux municipaux, c'est-à-dire que les conseillers régionaux municipaux, donc ils auront un compromis entre eux, on peut leur céder, c'est-à-dire que le parti, c'est ce que je suis en train d'imaginer, UNI peut décider, vu les engagements de d'autres, donc nos conseillers peuvent vous élire, mais si c'est le cas, l'UNI peut avoir toute la majorité au Sénat. On attendra donc je ne pense pas qu'on puisse faire une des résultats par la Cour constitutionnelle basée sur les émotions. Merci Dominique Lacmon d'être passé. Merci beaucoup Samuel. Merci à vous aussi. Oui, mais merci, mais je voulais juste dire que UNI va racler, va se taire la part du lion, parce que chaque élection maintenant pour UNI reste pour les militants de prouver quelque chose. C'est pour dire qu'en réalité, ce qu'ils font, le peuple adhère. Donc je crois qu'ils ne feront pas de cadeau à cette opposition-là qui s'est fouvoyée en participant à cette élection. Merci à vous tous d'avoir suivi Le Monde en 7 ce samedi. On se retrouve le samedi prochain.